Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Espace News. Merci de vous joindre à moi, Christophe Paget, pour votre deuxième partie d'une série en 3 parties sur les fusées européennes. Dans la première partie, liée dans la description, j'ai expliqué ce que sont ces fusées européennes. Il y a 14 entreprises qui travaillent sur des fusées aujourd'hui, donc j'imagine que vous n'avez probablement pas entendu parler de toutes ces fusées. Alors regardez la première partie pour en apprendre plus sur ces entreprises européennes. Dans le premier épisode, j'ai présenté ces 14 sociétés et leurs fusées, ainsi que leur site de lancement. Dans cet épisode, je parlerai des moteurs en cours de développement, du carburant qu'ils utilisent, j'aborderai la réutilisation et la date de leurs vols inauguraux. Je développerai un peu sur la recherche européenne sur fusées pour ensuite conclure. Nous comptons actuellement 15 fusées de fabrication européenne opérationnelles ou en développement. Ariane Group derrière Ariane 6 et l'italien Avio pour sa Vega C. Nous avons également un acteur majeur, les instituts gouvernementaux français, allemands et japonais, donc le CNES, DLR et JAXA, qui développent actuellement la fusée Callisto. Les nouveaux constructeurs de fusées moins connus sont implantés sur tout le continent européen, à commencer par l'Allemagne avec High Impulse et son SL1, ESA Aerospace et son Spectrum, ainsi que Rocket Factory Augsburg et son RFA-1. Ensuite, au Royaume-Uni, nous avons Orbex avec sa fusée appelée Prime et Skyrora et sa fusée Skyrora XL. En France, nous avons Latitude avec son Zephyr, Hyperspace avec sa Baguette One et Sirius et son Sirius 1. Maya Space avec sa fusée Maya. En Espagne, PLD Space avance désormais à grande vitesse sur sa Mura 5. Et enfin, en Italie, Sidereus a l'ambition de disposer d'une fusée simple et mono-étage baptisée EOS. Sur une fusée, la pièce la plus complexe et la plus longue à développer est le moteur. Vous trouvez de nombreux types de moteurs, certains à base de carburant solide, où vous enflammez le carburant et il se consume jusqu'à ce qu'il disparaisse, généralement trouvés sur des propulseurs latéraux. Il y a des moteurs à carburant liquide où le carburant est comprimé par une turbopompe ou directement depuis le réservoir lui-même. Il existe de nombreux types, souvent appelés moteurs à cycle ouvert ou fermé, dans lequel le carburant, le comburant ou même les deux peuvent être utilisés dans les étapes de pré-brûlage pour comprimer les liquides avant qu'ils n'entrent dans la chambre à combustion. Les gaz d'échappement de l'étage du pré-brûleur sont soit gaspillés dans un cycle ouvert, soit réutilisés dans un moteur à cycle fermé. Dans les deux cas, il existe de nombreuses variantes qui compliquent les choses. Après tout, le moteur est la partie la plus importante et la plus complexe de la fusée. Il existe de très bonnes vidéos expliquant très bien cela si vous avez besoin de plus d'informations. Il existe même des moteurs hybrides avec du carburant solide et carburant liquide. Donc de nombreux fournisseurs ont tendance à proposer des versions complètement différentes de leur moteur entre le premier et le deuxième étage ou même le troisième, ce qui tente à augmenter le coût de développement et à pousser la préparation au vol inaugural vers la droite. D'autres ont juste la buse optimisée pour le vide spatial, mais sont essentiellement basés sur le même moteur. Parmi ceux-là, nous avons le Mura 5 de PLD Space avec son moteur TPREL C sur les deux étages. Il s'agit d'un moteur à cycle alimenté sous pression doté d'une turbopompe générant une poussée de 190 kN. RFA-1 avec ses moteurs Helix sur les deux étages, mais un moteur différent sur son troisième étage, ce qui est compréhensible car vous n'avez pas besoin de beaucoup de poussée et il faut absolument être très léger pour maximiser la performance du troisième étage, d'où la raison pour laquelle le moteur est incroyablement petit en taille, léger et peu cher. Le moteur Helix est un moteur à cycle fermé générant une poussée de 100 kN. On peut en dire autant du SL1 de High Impulse avec plusieurs moteurs Hyplox 75 sur leur premier étage et même deuxième étage, et un moteur différent sur son troisième, le Hyplox 10. Donc le Hyplox 75 fonctionne de la même manière qu'un moteur à combustible solide, sauf que le carburant est liquide et permet au moteur d'être arrêté et rallumé, contrairement au moteur à combustible solide traditionnel. Il produit 75 kN de poussée.
La fusée Zephyr de Latitude utilise le moteur Navier pour ses premier et deuxième étages. Navier est un moteur alimenté sous pression sans turbopompe, ce qui signifie qu'il s'appuie sur la pression des réservoirs pour alimenter le moteur, une sorte de moteur à cycle fermé capable de produire une poussée de 13 kN. La fusée Spectrum d'ESA Aerospace est équipée de moteurs Aquila sur les deux étages. L'Aquila est un moteur à cycle ouvert générant 75 kN de poussée. Skyrora sur son Excel a les mêmes moteurs Skyforce sur les deux étages et le moteur Leo sur son troisième. Le Skyforce est un moteur de type à cycle fermé doté de turbopompes avancées capable de générer une poussée de 70 kN. Maya dispose des mêmes moteurs Prometheus sur les deux étages. Le Prometheus est un moteur de type à cycle ouvert générant une poussée de 980 kN. Et enfin, Sirius 1 dispose des moteurs Star 1 sur ses deux étages. Le Star 1 a très peu d'informations à son sujet, mais semble être un moteur à cycle ouvert issu d'après une dernière campagne d'essai moteur, produisant 55 kN de poussée. Les autres fusées non mentionnées ici ont soit un moteur différent sur les deux étages, soit je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations pour vous présenter une image complète. Dans l'ensemble, beaucoup plus de fusées ont des moteurs similaires sur les deux étages, ce qui est parfaitement logique à l'heure de la réutilisation et de la réduction de coûts de développement. Sur les 15 fusées européennes, nous disposons d'un mélange de moteurs fonctionnant à des propergols solides et liquides. Voyons quel type de carburant ils utilisent. En partant d'un combustible solide très conservateur, nous avons la Vega C d'Avio, dont 3 étages sont des étages à combustible solide, comme les propulseurs latéraux d'Ariane 6 par exemple. Le principal avantage est que le propergol peut être stocké dans le propulseur pendant de longues périodes sans un conditionnement particulier, simplifiant ainsi la logistique opérationnelle. Le principal inconvénient est bien sûr qu'une fois allumé, il doit brûler tout son carburant et donc ne peut pas être rallumé pour larguer des satellites sur plus d'une orbite. D'autres fabricants utilisent un carburant plus traditionnel, tel que le kérosène ou RP1, et l'oxygène liquide, tel que pour la RFA 1, Mura 5, Zephyr et même EOS. D'autres suivent la tendance du jour avec du méthane liquide ou du gaz naturel et de l'oxygène liquide, également appelés Methalox, qui sont plus respectueux de l'environnement et disposent moins de suie à l'intérieur de leur chambre de moteur et leur tuyère, ce qui les rend plus adaptés à la réutilisation. Spectrum, Prime et Maya sont les 3 fusées utilisant ce type de carburant. Il y a également le carburant le plus propre composé d'hydrogène et d'oxygène liquide, le meilleur de sa catégorie pour l'environnement, mais difficile à utiliser car il a tendance à fuir facilement. Mais il a les performances les plus élevées de tous. Ceux-ci sont utilisés sur les premiers et deuxième étages d'Ariane 6, ainsi que sur le premier étage du démonstrateur Callisto. Et enfin, il y a ceux qui ne suivent pas les tendances, qui utilisent donc des carburants non conventionnels comme la paraffine et l'oxygène liquide pour la SL1 et le peroxyde d'hydrogène et le kérosène pour le Skyrora XL. On ne sait pas exactement quel carburant est utilisé pour la fusée Baguette 1, mis à part qu'il s'agit d'une hybride entre un carburant solide et un carburant liquide. SpaceX, ULA, Blue Origin, Rocket Lab, Launch Space, CASC et bien d'autres s'orientent vers la réutilisabilité pour réduire les coûts d'accès à l'espace. L'Europe suit un tel modèle pour certains de ses lanceurs. Cela va de la réutilisabilité totale à la réutilisation partielle. Sirius EOS, bien qu'il s'agisse d'une très petite fusée, a l'intention de disposer d'une fusée entièrement réutilisable. Sirius a aussi une telle ambition à long terme, mais se concentrera sur son premier étage en priorité. De la même façon, Mura 5, RFA 1, Callisto, Maya, Spectrum, Prime, SL1 et Skyrora XL comptent bien rendre leur premier étage réutilisable. Cependant, les deuxième étages et carénages ne le seront pas, sauf pour Skyrora XL qui utilisera des parachutes,
comme essayé par Rocket Lab et fait régulièrement par SpaceX. Bien sûr, les choses peuvent changer et ces compagnies pourraient bien décider de tenter de réutiliser leur carénage une fois qu'elles auront réussi leur premier vol. Permettez-moi maintenant de vous montrer l'ambition de ces sociétés européennes de fusées quant au moment où elles feront voler leurs fusées pour la première fois. L'exploitation des fusées est difficile et beaucoup d'entre elles ont adopté la notion de temps très optimiste d'Elon Musk avec son Starship, ce qui signifie qu'ils ont des objectifs très ambitieux pour leur vol inaugural. Alors prenez ces infos provenant des entreprises elles-mêmes avec une très grosse pincée de sel. Nous avons déjà la preuve qu'Avio a effectué le vol inaugural de sa Vega C en 2022 et Ariane Group avec son Ariane 6 en 2024. Par contre, nous avons déjà de nombreuses preuves que beaucoup de matériels sont déjà prêts à voler, notamment RF1. En fait, ils effectuaient un essai moteur statique de leur premier étage à Saxo World lorsqu'ils ont subi une explosion sur la plateforme avec leur premier étage, mais ont déjà de disponibles le deuxième étage, carénage et beaucoup d'autres pièces d'un autre premier étage. Les autres fournisseurs ont encore du chemin à parcourir et beaucoup d'entre eux prévoient leur vol inaugural fin 2025 et tout au long de 2026. Je leur souhaite bonne chance pour suivre les dates annoncées. Même si j'ai évoqué le projet Callisto du consortium CNES, DLR et JAXA, qui ne sera probablement pas commercialisé dans ce format, car il s'agit d'un projet de recherche, il y a 3 autres projets que je n'ai pas encore cités, car eux non plus ne seront pas commercialisés dans ce format. Le premier est le programme Ariane Group Ariane Next, aussi appelé SALTO, technologie et opération de lanceurs spatiaux stratégiques réutilisables, qui conçoit des technologies de lanceurs réutilisables et optimise les opérations, avec le projet SUSI par exemple. Le second est le programme THEMIS de l'ESA, dédié à la conception d'un prototype de premier étage de fusée réutilisable. Le projet THEMIS est bien plus en avance sur celui de Callisto, car ils ont presque terminé le prototype au Muro à Paris et sont sur le point de le transporter en Suède pour commencer les séries de tests. Le dernier vient tout juste de démarrer, baptisé Démesuré, visant à concevoir et fabriquer un deuxième étage entièrement réutilisable, également piloté par le CNES, prévu pour être utilisé sur une fusée Ariane 6. L'Europe mène également des recherches sur les capsules spatiales avec et sans pilote, mais cela devrait faire partie d'une autre vidéo. L'ESA vient de contracter une autre phase de financement pour le développement de la fusée Vega E par Avio, avec un vol inaugural prévu pour 2027, voire 2028. Le lanceur devait initialement entrer en service en 2024. J'espère que dans cet épisode, vous comprenez mieux ce qu'il y a à l'intérieur de ces fusées et l'intérêt de ces entreprises européennes à être plus respectueuses de l'environnement en réutilisant leur matériel à plusieurs reprises. Le continent européen n'a pas chômé au cours de la dernière décennie et vous pouvez comprendre à quel point la tâche de ces compagnies est ambitieuse pour respecter les délais de leur vol inaugural. L'Europe a continué à investir dans la recherche sur la réutilisabilité de divers matériels afin de réduire l'écart avec une concurrence toujours croissante, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou même au Japon. Restez à l'écoute pour le dernier épisode discutant du modèle économique de ces entreprises européennes et l'ambition de certaines d'entre elles de se développer exponentiellement. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt.